Bonjour! Comme vous le constatez dans votre quotidien, les outils technologiques se multiplient à vue d'œil. Afin de répondre aux enjeux soulevés par les différentes avancées technologiques, la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, aussi appelée loi sur l'accès, adoptée en 1982, a été modernisée par la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, aussi appelée loi 25. Aujourd'hui, nous aborderons certaines exigences applicables au développement des outils technologiques, soit la protection par défaut, l'identification, la localisation, le profilage et les décisions automatisées. Il est à noter que ces nouvelles exigences s'appliqueront à compter du 22 septembre 2023. Les technologies qui offrent notamment une prestation électronique de service, une application mobile ou un objet connecté disposent généralement de paramètres de confidentialité. Ces paramètres permettent à la personne utilisatrice d'assurer une saine gestion de ses renseignements personnels lors d'une collecte, d'une communication, d'une utilisation ou de la conservation de ceux-ci. La loi sur l'accès prévoit une nouvelle mesure d'atténuation des risques d'atteinte à la vie privée, l'article 63.7, que l'on désignera sous l'expression « protection par défaut ». Cet article introduit le principe que les paramètres d'un produit ou d'un service technologique doivent, par défaut, offrir le plus haut niveau de confidentialité, c'est-à-dire le plus élevé et le plus restrictif possible. Pour illustrer davantage la protection par défaut, prenons l'exemple d'un téléchargement d'une application sur un téléphone cellulaire. À la suite du téléchargement, un message s'affiche afin de permettre à l'application d'accéder à l'album de photographie du téléphone cellulaire. Si la personne accepte cette option, elle déclenche la modification du paramètre de confidentialité lié à cette situation. La protection par défaut s'applique uniquement aux produits ou aux services offerts au grand public, ce qui exclut ceux qui sont utilisés à l'interne par le personnel des organismes publics ou qui sont destinés à d'autres organismes publics. La protection par défaut est également exigée pour les produits ou les services qui utilisent une ou des fonctions d'identification, de localisation ou de profilage d'une personne physique. Nous allons aborder, à tour de rôle, les définitions de chacune de ces notions. La fonction d'identification est un mécanisme susceptible d'identifier une personne physique et de la distinguer par rapport à une autre. Nous pouvons penser ici à l'utilisation d'une carte à puce pour le travail ou d'un système de reconnaissance faciale. En ce qui concerne la fonction de localisation, il s'agit d'une technologie composée d'une fonction qui indique où une personne se trouve à un moment précis. On pense généralement à une application qui utilise le système GPS. Quant au profilage, il consiste en la collecte ou l'utilisation de renseignements personnels dans le but d'évaluer certaines caractéristiques d'une personne physique, notamment afin de prédire son comportement. Cette fonction permet généralement d'établir le profil d'une personne. Il peut s'agir des habitudes de vie de celle-ci, de ses préférences, de ses intérêts ou de sa santé. Le fait qu'un organisme public collecte des renseignements personnels en ayant recours à une technologie composée de l'une ou des fonctions relatives à l'identification, la localisation ou le profilage exige de ce dernier de désactiver par défaut ces fonctions conformément au principe de protection par défaut. Il doit également informer en des termes simples et clairs la personne physique au préalable du recours à cette technologie et des moyens offerts pour activer chacune des fonctions d'identification, de localisation et de profilage s'il y a lieu. Prenons un exemple concret pour illustrer le profilage. Lorsqu'une personne navigue sur Internet, certains témoins de connexion sont utilisés aux fins du ciblage publicitaire en fonction de ses intérêts, de son historique de navigation. Dans cette situation, le témoin de connexion est une fonction qui permet le profilage de la personne. Ce témoin de connexion doit donc être désactivé par défaut et ne peut être activé que par un geste positif de la personne concernée. La fonction de profilage peut également servir à rendre une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé de renseignements personnels. Voyons ensemble ce nouveau concept. Afin de déterminer si un organisme public est en présence d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé de renseignements personnels, il doit répondre par l'affirmative à ces 4 questions. Est-ce qu'une décision est prise à l'égard d'une personne physique? Il s'agit généralement de rendre une décision en lien avec une situation particulière, comme de déterminer l'accessibilité à un programme, à un permis ou à une aide financière. Est-ce que cette décision aura des effets sur la personne concernée? Par définition, une décision doit avoir un impact juridique sur la personne concernée. Il peut s'agir d'une acceptation ou du refus d'une subvention, d'une aide financière, d'une indemnité, d'un prêt ou d'une bourse, du rejet d'une candidature à un emploi ou d'une admission dans un établissement scolaire, de l'accès à des services, notamment des services de santé. Est-ce que cette décision est fondée sur l'utilisation de renseignements personnels? Rappelons qu'un renseignement personnel permet d'identifier directement ou indirectement une personne, c'est-à-dire qu'il doit,
faire connaître quelque chose à quelqu'un, avoir un rapport avec une personne physique et être susceptible de distinguer cette personne par rapport à une autre. Est-ce que cette décision est fondée exclusivement sur un traitement automatisé de renseignement personnel? Voyons quelques situations afin de déterminer s'il s'agit d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé de renseignement personnel. Selon vous, est-ce que la contravention qu'une personne reçoit à la suite d'un excès de vitesse détecté par un radar photo est une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé de renseignement personnel? La réponse est non, puisque la décision de donner ou non de contravention est prise par un agent de la paix à l'aide des informations transmises par le radar photo, c'est-à-dire les photos du véhicule et de la plaque d'immatriculation, le lieu, la date et l'heure de l'infraction, la position et la vitesse du véhicule, ainsi que la couleur du feu de circulation, le cas échéant. Selon vous, l'identification des élèves à risque de décrochage en milieu scolaire est-elle une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé de renseignement personnel? La réponse est oui si l'analyse prédictive du risque de décrochage est produite à l'aide d'un algorithme. La réponse sera non si les enseignants et les enseignantes discutent des élèves qui, selon eux, semblent à risque d'un décrochage scolaire. Un organisme public en présence d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé de renseignement personnel doit s'assurer que les renseignements utilisés sont de qualité, c'est-à-dire à jour, exacts et complets pour rendre une décision automatisée juste et équitable. Préalablement à l'utilisation de renseignements personnels à une autre fin par un organisme public, il doit également identifier le fondement juridique sur lequel il appuie sa décision. Les principales exceptions permettant d'utiliser des renseignements personnels à une autre fin que celle pour laquelle ils ont été collectés sont une utilisation à des fins compatibles à la collecte initiale des renseignements personnels, une utilisation au bénéfice d'une personne physique ou une utilisation nécessaire à l'application d'une loi au Québec. Par ailleurs, si votre organisme public souhaite recourir à un système automatisé pour la prise d'une décision qui implique des renseignements personnels, il est fortement recommandé de consulter en amont votre comité sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels. La consultation de ce comité est l'une des clés du succès de la mise en place d'une telle décision. Ce comité joue un rôle stratégique puisqu'il peut suggérer à toute étape d'un projet la nomination d'une personne chargée de la mise en œuvre des mesures de protection des renseignements personnels, des mesures de protection dans les documents contractuels, une description des responsabilités des personnes participantes en matière de protection des renseignements personnels, la tenue d'activités de formation sur la protection des renseignements personnels pour les personnes participantes. Il peut également vérifier, lors de la consultation sur l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, si elle permet de prouver que toutes les exigences légales et administratives sont respectées. Un organisme public exempté de former un tel comité doit consulter la personne responsable de la protection des renseignements personnels ou, dans le cas d'une municipalité, d'un non professionnel ou d'un centre de service scolaire, le directeur général. Il est également recommandé de réaliser une analyse d'impact algorithmique pour éviter les biais préjudiciables qui peuvent émaner de la technologie de l'intelligence artificielle utilisée pour rendre une décision automatisée. Un organisme public qui conclut que la décision automatisée envisagée peut être mise en œuvre doit s'assurer de transmettre des informations à la personne visée par la décision, fondée exclusivement sur un traitement automatisé de renseignements personnels. En effet, l'organisme doit au plus tard, au moment où il avise la personne concernée de la décision, l'informer que cette décision est fondée exclusivement sur un traitement automatisé de renseignements personnels, que la personne a droit de présenter ses observations à un membre du personnel de l'organisme public en mesure de réviser la décision avec toutes les informations nécessaires comme les coordonnées de la personne ressource. Ce droit à une intervention humaine permet à la personne concernée de faire valoir ses arguments pour contester la décision et, le cas échéant, obtenir la révision de celle-ci. Il lui permet également d'obtenir les explications nécessaires quant à la décision prise en vue, par exemple, de la contester auprès de l'instance appropriée. À la demande de la personne, l'organisme public devra l'informer des renseignements personnels utilisés pour rendre la décision automatisée, des raisons et des principaux facteurs et paramètres qui ont mené à la décision. Cette exigence n'impose cependant pas de fournir l'algorithme ou les détails de sa programmation. Et finalement, de son droit de faire rectifier les renseignements utilisés pour la décision, notamment si ces derniers sont inexacts ou incomplets afin que la décision demeure juste et équitable. En terminant, le recours à une technologie qui comprend une fonction de localisation, d'identification ou de profilage, ou la mise en place d'un processus décisionnel automatisé, doit également tenir compte des mesures particulières relatives au consentement d'une personne mineure de moins de 14 ans et de 14 ans et plus s'il y a lieu. En conclusion,
Les nouvelles mesures d'atténuation des risques d'atteinte à la vie privée introduites dans la loi permettent d'offrir un plus haut niveau de confidentialité au regard notamment de la collecte des renseignements personnels. La protection par défaut pourra seulement, à l'initiative d'une personne physique, subir une modification pour réduire ou supprimer le niveau de confidentialité. Cette mesure est sans aucun doute une manière de conscientiser les personnes à faire un choix judicieux pour assurer un meilleur contrôle de leurs renseignements. De plus, les décisions automatisées mises en œuvre par les organismes publics devront se conformer à l'ensemble des formalités découlant de la loi afin de tendre vers une mise en œuvre équilibrée des outils d'intelligence artificielle.